Coucou les vilains! Coucou les vilaines! On espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre, c'est pour un point lecture! Et c'est le numéro 68! Exactement! Oui! Et du coup on va vous présenter deux lectures différentes et une lecture en commun. Qu'on a lu toutes les deux, mais pas forcément en même temps. Non, 1 an de différence. Presque, voilà, presque, c'est ça. presque. Si vous nous suivez depuis longtemps, vous savez déjà de quel livre on veut parler. Mais on va commencer tout de suite. C'est parti! Bien, regardez les amis, on est en harmonie. Toutes les deux un violet, on n'a pas fait exprès. C'est les couleurs de notre chaîne. Ouais, le violet. Donc, pour commencer, moi, je vais vous parler de Valentina, le tome 1 de Azra Reed, si je prononce bien. Il est très beau. Aux éditions Hugo Roman. Donc, pour petit avertissement pour nos plus jeunes qui nous regardent, c'est une dark romance, donc c'est déconseillé au moins de 16 ans. Donc, voilà. Faut faire attention! Exactement. Donc, c'est l'histoire, comme le titre nous l'indique, de Valentina qui vit dans un quartier assez pauvre où règnent les cartels de drogue, Oui, c'est chaud. la drogue circule, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et donc elle vit avec sa grand-mère et elle côtoie aussi sa tante et sa cousine du coup, Paloma. Très importante puisque en fait un jour elle va vouloir aller voir justement Paloma. Elle va entrer dans un établissement assez spécial et elle va retrouver sa cousine en faisant des choses assez spéciales. Donc on peut savoir, est-ce que c'est l'établissement spécial ou c'est... on peut pas dire le bordel ou... Voilà, vous imaginez très bien. Et en fait, disons ce que c'est, hein. Et en fait, elle fait la connaissance de Ruben qui possède le fameux tatouage de scorpion qui est donc celui du cartel de la Cruz. Voilà comment il s'appelle. Donc là, ça c'est vraiment le tout début de l'histoire. Sauf qu'un jour, en fait, sa cousine vient la voir et lui dit qu'elle a un énorme problème justement avec Ruben et Sophia qui est aussi une autre personne, mais je vous dirai pas qui c'est, que soi-disant justement Ruben aurait tué Sophia, que elle serait entre guillemets, excuse-moi du terme, mais dans la merde à cause justement de Ruben, parce qu'elle a des informations, etc., etc. Et oui, en fait, de toute façon, si elle côtoie ces femmes-là, elle doit entendre, peut-être même voir des choses qu'elle ne devrait pas. Oui, non mais c'est, ouais, par rapport à Ruben, du coup, qui est dans le cartel, tout ça, il fait pas vraiment attention à tout ce qu'il peut raconter, Ouais. sauf que c'est pas tombé dans les oreilles de sourdes, techniquement, et en fait, Paloma va demander de l'aide à Valentina pour l'aider justement à prévenir le chef du cartel dans lequel est Ruben, que en gros, lui, c'est un traître, quoi, tu vois ce que je veux dire? Et pour ça, pour l'attirer, en fait, elle a trouvé que la solution, c'est de voler une des marchandises, tu vois, donc de drogue, pour justement attirer l'attention du chef, pour pouvoir lui dire. Puisqu'il voudra forcément sa marchandise, ce qui est logique. Elles le font. C'est dangereux quand même, hein, ce qu'elles font. Oui, Valentina, elles prennent des risques, là. Oui, elle dit qu'elle veut sauver sa cousine de toute façon et qu'elle est prête à donner sa vie pour elle, donc voilà, forcément que... Pour moins que ça, hein. Oui, donc elle veut l'aider et elle va l'aider. Sauf que ça va pas se passer comme prévu. Et finalement, en fait, sa cousine, donc Paloma, se fait prendre, entre guillemets, et finalement, elle aussi. Ah. Donc c'est complètement C'est le caca. C'est complètement le bordel pour ce début d'histoire. Et en fait, on apprend, parce que du coup, le fameux chef du cartel, c'est Preto, si je le prononce bien. Et donc lui, il va pas être content, c'est sûr et certain. Ah oui, elle lui a volé quelque chose. Voilà, c'est ça. Et puis Paloma, sa cousine, vu qu'elle travaille, si j'ai bien compris, pour lui, quelque part. Non, elle travaille pas pour lui. Non, elle travaille juste pour le bordel. C'est un peu plus compliqué que ça, mais en gros, oui, c'est ça. Parce que c'est aussi de la marchandise, quelque part. Hein, en gros, c'est ça. Hein, Sauf que il sait très bien que Ruben, il est très... genre, comment dire, il est très, genre, très porté sur ça, tu vois, genre, il pense vraiment qu'à ça, et genre, des fois, il en oublie un peu, justement, qu'il est dans un truc où faut pas trop dire. Faut pas être étourdi, voilà, c'est ça. Des choses. Parce qu'en fait, c'est le bras droit de Preto, et en fait, je dois signaler quand même que, en fait, Valentina a récupéré la marchandise. D'accord. Sauf qu'elle a eu un problème, et en fait, elle s'est écrasée avec le camion quelque part, donc il erre dans quelque part, tu vois, le camion, à la sortie d'une route. Ça pourrait être un film, ça. À la sortie d'une route. C'est le bordel.
Et donc lui, en fait, lui, il veut savoir où est-ce qu'elle est. Il veut qu'elle lui donne l'adresse et qu'il retrouve sa marchandise pour qu'il puisse la vendre, parce qu'on parle de 2 millions de dollars. Donc voilà, c'est pas rien. Et que lui, il en a besoin. Donc à un moment donné, en fait, ce qui se passe, c'est que... en fait, elle sait pas, parce qu'elle veut sauver absolument Paloma, puisqu'elle sait très bien que si elle parle, ils vont la tuer, puisque de toute façon, c'est à cause d'elle que Valentina, tout ça, voilà, Oui, que ça tout fait ça, un peu le c'est à cause d'elle, déclencheur, finalement. Sauf que souvenez-vous, pourquoi Paloma a demandé de l'aide à Valentina, et en fait, à un moment donné, il y a cette confrontation entre Paloma, Preto et Valentina, où il faut dévoiler les choses et dire justement la vérité pour pouvoir retrouver ce fameux camion, puisque seule Valentina sait où est-ce qu'il est finalement. Sauf que là, on s'attendait pas à avoir la réponse de Paloma, qui ne confirme pas les dires de Valentina, et qui lui dit que en fait finalement elle a berné sa cousine. C'est une traîtresse. Parce qu'en fait, c'est juste une histoire... comment dire? En fait, je vais pas vous le dire, parce que comme ça, vous irez Oui, découvrir. comme ça, on dit pas. Mais en fait, c'est tout le Mais bon, c'est une contraire. traîtresse quand même. Voilà, en fait, oui, elle a trahi, entre guillemets, Valentina, et finalement, en fait, ça va mettre à mal un peu la relation entre Paloma et Valentina. Normal. Et c'est là où je pense que c'est la famille, quand même. c'est vraiment le début, enfin, c'est vraiment le début de l'histoire. Là, on est déjà, je crois, à plus de 100 pages. Et je vous en dirai pas plus, parce que c'est là où, en fait, tout démarre, parce que elle se rend compte qu'elle s'est fait berner depuis le départ. Elle a donné sa vie à sa cousine. Et du coup, elle va vouloir se venger d'eux et de sa cousine, non, quelque part, ou elle a pas cet esprit de vengeance? Non, pour l'instant, elle n'a pas cet esprit de vengeance. Non, elle va plutôt régler les problèmes. Elle veut essayer de sauver sa vie, et en fait, son but, ça va être justement de les garder toutes les deux en vie, parce qu'il y a qu'elle qui sait où est le camion. Donc en fait, elle peut que les faire marcher sur ça, sauf qu'à un moment donné, on sait très bien que Preto, il a pas la patience. Voilà. Donc à un moment donné, il va lui demander d'actionner la deuxième. Voilà, c'est ça. Et il va se passer d'autres choses avec d'autres aussi cartels, qui notamment celui de Salomon, parce qu'à un moment donné, elle se retrouve chez lui, mais je ne vous dirai pas comment ni pourquoi, et ce qui se passe justement pour la cousine de Valentina, etc. Je vais pas vous spoiler la suite, mais sachez que la suite en vaut quand même la peine. Je trouve qu'il est très bien pour un premier tome. Alors tu lui mets combien? Je lui mets 5. J'ai beaucoup aimé le lire, et j'étais très à fond dedans, je dois le dire. Donc ça vaut tout ce qu'on entend en ce moment dessus, alors. Alors, je sais pas si ça vaut ce que j'entends que du bien, moi. Moi aussi, mais en tout cas pour moi, oui. Donc moi, pour mon premier, ce sera Les voleurs d'innocence de Sarah Welker. J'espère que je n'écorche pas son prénom. Aux éditions Galmanster, ici. Donc c'est une histoire assez glauque, on va dire, mais très 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 intéressante. C'est un roman un peu gothique, on va dire. C'est une histoire de malédiction, de fantastique, et c'est très bien mené jusqu'à la fin. Bon, moi j'ai eu quand même quelques petites longueurs parfois, mais ça m'a pas gêné dans ma lecture, plus que ça. J'ai beaucoup aimé l'histoire. C'est l'histoire des 6 sœurs Chapelle, parce que c'est un peu dire, alors j'articule. Donc elles ont des prénoms de fleurs: Astère, l'aînée, Rosaline, Cala, Daphné, Iris et Hazel. Alors je vous les cite dans l'ordre parce que en fait, l'ordre est important. L'ordre de naissance? Oui. Oui, elles sont 6 sœurs, donc, et elles sont les héritières des Carabine Chapelle aux États-Unis. Voilà, c'est sa mère, c'est leur mère, Belinda, qui les a nommées comme cela parce qu'elle est très férue de fleurs, donc aimant tellement les fleurs, elle a voulu donner des prénoms comme ça à ses filles. Voilà pour la petite histoire. Alors ce n'est pas un conte de fées, hein, loin s'en faut, c'est une histoire de malédiction, comme je vous ai dit au début. Pour la petite histoire, Belinda a des, comment je pourrais dire, des sortes de visions, des ressentis, des voix, etc. Et elle sent des choses. Elle sent des choses, elle est très forte pour ça, et malheureusement tout ce qu'elle dit et ressent, ça arrive. Donc, oui, elle est médium et elle prédit des choses. Et en fait, le problème de ces prédictions-là, c'est que ses filles et son mari, à un moment donné, soit ils font plus attention, donc ils prêtent plus attention à ces élucubrations, on va dire, qui n'en sont pas, hein. Je vais vous expliquer pourquoi après. Et en fait, même ces filles, parfois, elles la laissent un petit peu de côté avec ses prédictions, et puis elles se disent, bon non, ça peut pas arriver,
guillemets, hein, maman, elle est un petit peu, pas faux folle, mais bon, elle est dans son monde, voilà, c'est ce qu'on dit, hein, elle est dans son monde, et son mari, ça l'arrange bien aussi, hein, bon bref, c'est une autre histoire. Ceci dit, la petite malédiction commence parce que la première, donc Aster, va se marier. Sa maman a une prédiction, c'est que dès qu'elle sera mariée, elle mourra. Ah oui, je me souviens. C'est ce qui va arriver. Alors je vous dévoile pas trop grand chose, je vais essayer de pas tout vous donner. Ça va être ça pour toutes ces filles. Dès qu'elles vont fréquenter quelqu'un et qu'elles vont aimer, elles vont en mourir. C'est dès le mariage... Et tout de suite. Tout de suite. La robe de mariée, elle est pouf, capote. Voilà, il n'y a pas besoin de consommer, c'est comme ça, sa maman l'a prédit, et on a du mal à la croire, hein, même sa famille, ses enfants, son mari, même une fois la réalité en face des yeux et en face de soi, ils ont du mal à la croire. Parce que du coup, ça arrive. Ça arrive, mais ils la prennent pour une folle, en fait. Oui, genre en mode, c'est une sorcière, quoi. Voilà, c'est une dingue. Genre, t'as tué ta fille, presque. Voilà, et puis il y a des histoires avec les robes de mariée, enfin, je vous passe tout ça parce que c'est très intéressant plutôt de le lire, et donc d'aller voir comment ça se passe par rapport à ces filles. Et il y a Iris qui est de souvenir l'avant-dernière, noter tout ce qui se passe dans des carnets. Et en fait, c'est cette narration-là qu'on lit dans ce livre, c'est l'histoire d'Iris, qui raconte tout ce qui se passe avec ses sœurs, sa mère, son père, sa famille, l'héritage Chapelle, qui est énorme, hein, sur les deux épaules, et dont elle ne veut pas. Elle veut se défaire de ça, elle veut... exorciser quelque part cette malédiction, mais je ne vous dis pas à quel prix. Compliqué. Je ne vous dis pas comment, puisque le témoignage est dans les carnets, donc vous imaginez bien qu'elle, entre guillemets, elle va s'en sortir. Mais c'est une histoire très intéressante. Moi, j'ai beaucoup aimé l'écriture. Ça m'a halté jusqu'à la fin. À un moment donné. Je peux pas te dire. Ok. Je dis pas. Je peux pas te dire parce que sinon ce serait dommage. Mais en fait, cette histoire de malédiction est très intéressante, très bien narrée. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a quelques petites longueurs, mais bon, voilà, ça n'empêche pas, parce que bon, on nous explique pas mal de choses quand même autour de cela et autour de la famille Chapelle, qui est un gros héritage, hein, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc tout ça, c'est à prendre en compte par rapport aux filles, par rapport au père, à la mère, à l'histoire de famille en elle-même, parce qu'ils ont un gros domaine, tout le monde vit dessus, dans la baraque, là, qui ressemble à un gros gâteau avec de la crème, là, comme elle en fait dans sa narration, la description, mais en fait c'est une superbe demeure, mais à l'intérieur ils sont malheureux, donc voilà, on peut très bien avoir la richesse, de l'argent, hein, je parle, ça n'empêche pas qu'on en soit malheureux, vaut peut-être mieux des fois le contraire, avoir la richesse du cœur et puis avoir un peu moins d'argent. C'est un petit peu peut-être la morale qu'on pourrait retirer de cette histoire, en tout cas à la fin, puisque en voyant l'histoire d'Iris, on constate quand même pas mal de choses et on voit qu'elle n'a pas forcément eu besoin justement de ce gros héritage là dont on parle, aussi bien familial que financier, et elle s'en porte pas plus mal. Voilà. Donc c'est cette histoire-là qu'on nous narre dans ce roman. J'ai beaucoup aimé l'écriture, je ne connaissais pas cette autrice, donc moi je lui mets 5, ne serait-ce que parce qu'elle m'a tenue en haleine jusqu'à la fin, pour savoir qu'est-ce qui était arrivé à toutes ces filles, sauf Iris, puisque c'est elle qui nous narre dans ses carnets. J'ai trouvé ça très intéressant et je vous le conseille. C'est une histoire très intéressante. Voilà. Et donc, pour le dernier de cette vidéo, si vous nous suivez comme je l'ai dit au début, eh bien, c'est une saga que maman n'avait pas chroniquée, en tout cas la suite de la saga, et du coup, c'est une... Donc je le fais avec Vinciane. On fait une pierre deux coups, puisque moi je l'ai fini il y a pas si longtemps que ça, et du coup... C'est ce qu'on a fait avec le tome 4, je crois, et le tome 3. On vous le fait ensemble, comme ça c'est plus rigolo. Exactement, et donc il s'agit bien évidemment des McCoy, c'est le tome 5 de Alexiane Thiel aux éditions Hugo Poche. Donc celui-ci, il aborde deux personnages comme à chaque fois. De un, Lachlan qui tient l'unicorne, mais aussi l'aîné de la fratrie des McCoy, Megan. Voilà, et Lachlan qui est le seul Irlandais d'origine de toute la bande qu'on vous raconte depuis un petit moment qu'on vous parle des McCoy. Megan, elle est très importante parce que Megan, c'est la seule de la fratrie qui a quitté le clan, on va dire entre guillemets, et donc le territoire aussi des McCoy, puisqu'elle a voulu protéger sa fille qu'elle a mis au monde
en ayant quitté justement tout ce monde clanique. Elle voulait s'en libérer un petit peu. Ouais. Voilà, c'est ça. Jusqu'à être rejetée, on va dire, par les papiers officiels et en n'étant plus une McCoy par Caleb. Paul Souligné, c'est lui qui a signé les papiers exprès. Et donc elle avait interdiction de revenir en Écosse. Complètement en Écosse, que ce soit à Édimbourg, elle était exilée, elle était rejetée. Ou sur les terres du clan. Et donc elle avait plus de nouvelles de sa famille, elle n'avait plus de nouvelles, elle avait plus rien, elle savait pas. C'était le deal, hein. Elle connaissait pas leur vie. Tu veux t'éloigner, tu reviens plus. Hein, elle ne sait plus rien des clans, rien du tout. Même eux ne savent rien d'elle finalement, sauf que, évidemment, qu'elle avait une fille, etc. Bon, ils savaient l'essentiel, on va dire entre guillemets. Elle avait gardé le lien avec Marie. Avec Marie qui est très importante, si vous vous souvenez, depuis le début. Je sais pas si on a trop parlé en plus de ce personnage. Non, pas trop, mais il faut savoir que théoriquement, si vous vous souvenez et que vous avez lu cette saga, vous savez que dans le premier tome avec Phèdre, à un moment donné, elle surprend Marie, je crois, à téléphoner justement à Meghan. C'est comme ça qu'on sait que Meghan existe avec la petite, qui l'appelle d'ailleurs Granny. Oui, et puis pour la petite histoire, c'est important parce que cette femme, elle est tous plus eue depuis que le clan McCoy a été décimé. Déjà parce que leur mère est morte, mais c'est aussi un pilier pour elle. Les parents sont morts pour la plupart dans leur guerre de clan, et ce qui fait qu'en fait, c'est Marie qui les soutient aussi bien moralement, parce qu'elle fait office un peu de nounou, elle fait office de cuisinière, elle fait office de psychologue, elle fait office de maman, parce que maman, dès qu'ils ont un problème, ils vont la voir à elle, parce qu'en fait, elle les connaît tous tellement bien, elle leur fait tous les repas, c'est elle qui... elle a pas de pouvoir particulier comme Caleb ou autre, mais elle a ce petit pouvoir de dire, bon, à telle heure on va manger, à telle heure... là, tu vas bien te tenir, elle fait office de grande nounou, un peu comme chez les 7 sœurs. Il y a une nounou aussi chez les 7 sœurs de Lucinda Riley. Et ils la prennent un peu pour leur mère. Et c'est un petit peu le même système. En fait, c'est un peu une gouvernante, en fait. C'est une gouvernante, mais qui va un peu plus loin quand même dans les sentiments. En fait. Vous avez compris que c'est une personne très très importante pour les McCoy. Et c'est pour ça, du coup, qu'elle a sa place et qu'elle l'a depuis des années. Oui, elle connaissait les pères, les mères. Et voilà, elle connaissait les parents quand même avant. Et elle est toujours restée. Il va y avoir un problème, en fait. Un soir, en fait, il me semble qu'elle dormait, si je me souviens bien de l'histoire. Et en fait, des hommes cagoulés, etc., impossible à reconnaître au premier abord, rentrent chez elle, viennent pour la tuer, elle et sa fille. Ils veulent absolument s'en débarrasser. Elle se bat avec eux. Ah oui, elle se bat, mais vraiment bien avec eux. C'est quand même quelqu'un qui sait se battre. Elle a appris avec ses frères et sœurs. Il faut savoir que c'est quelqu'un qui est en train de se battre quand même toute seule face à au moins, je crois, 3 ou 4 hommes. Elle va réussir à les tuer finalement pour sauver sa fille, mais sauver sa peau aussi. Et en fait, elle va découvrir dans leurs chaussures un petit signe qui lui prouve que le monde clanique ne l'a pas oublié. Finalement, je ne dirais pas quel clan ne l'a pas oublié et voulait absolument sa mort. Sauf que moi, je déteste. Sauf que, en fait, elle comprend que s'ils sont là, c'est qu'ils veulent forcément attaquer la famille McCoy. Et s'ils veulent attaquer les McCoy, ça veut dire qu'elle est en danger et que donc sa fille est aussi en danger. Oui, parce que pour les autres clans, finalement, elle reste quand même la sœur aînée, la sœur qui aurait dû hériter aussi du clan, puisqu'elle l'a refusé. C'était la première, quand même, de la fratrie. Donc, voilà, c'était elle qui était promue. Voilà, elle a été entraînée pour ça. Caleb, lui, n'a fait que reprendre parce qu'il a été obligé, mais Caleb n'en voulait pas de cette place, lui, à l'origine. C'était la sienne. Elle a été formée, formée au combat, à l'administratif aussi des clans, à savoir comment le tenir. D'ailleurs, tout au long... lui, non. Tout au long de ce tome-là, on a un peu ce truc où elle nous rappelle justement que son père lui a appris certaines choses et que voilà, si elle sait se battre comme ça, c'est grâce à son père. On a un peu ces petits souvenirs qu'elle ces retours en arrière, c'est ça qui était très intéressant dans celui-ci. Il y a pas mal de petits retours en arrière par rapport à leur enfance. Justement, par rapport à ce que tu dis, c'est que comme elle était l'aînée et qu'elle devait reprendre, et son père lui a pas fait de cadeau. Exactement. Par rapport aux deux autres, c'est pas qu'il leur faisait des cadeaux, mais il en demandait un petit peu moins, il était moins exigeant, voilà, c'est ça. Exactement. Et en fait, Meghan, pour sauver du coup sa fille et elle va partir sur un coup de tête, juste après ce qui lui est arrivé, elle plie bagage et elle part. Sauf qu'elle part pas à n'importe quel endroit parce qu'elle sait que de toute façon, peu importe où est-ce qu'elle ira, elle sera toujours retrouvée. Et que la seule personne à qui elle peut demander de l'aide pour la faire disparaître complètement,
et ben il faut qu'elle retourne en Écosse. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle retourne en Écosse, ni vu ni connu. Elle parcourt les kilomètres et en fait elle se rend à l'Unicorn et pour voir justement la Clan. Sauf qu'elle arrive blessée. Puisque durant l'attaque, ils ont quand même réussi à la blesser. Et en fait, elle est très très mal en point au moment où elle arrive avec la Clan. Et c'est à ce moment-là qu'on a quand même les premiers points de vue de Catherine, donc sa fille, et qui nous raconte un petit peu comment elle voit la Clan, etc. etc. Ouais. Et c'est assez drôle d'ailleurs. Elle a pas l'air dans sa poche, cette petite. Non, elle est comme sa mère. Et du coup, en fait, on va suivre tout au long de l'histoire, justement. C'est tout des ça. femmes de caractère. Et qu'à un moment donné, quand même, je dois préciser que Meghan se rend compte que il y a quand même un conflit encore entre les clans et que finalement... Et que la Clan a beaucoup de mal à rester neutre comme le contrat qu'il avait créé veut, c'est-à-dire entre tous les clans, c'est-à-dire que son unicorne là, son espèce de bar-restaurant là, reste neutre à cet endroit-là et les clans n'ont pas le droit de s'y battre sous peine d'être expédiés soit à l'extérieur et en plus d'être reniés du lieu puisque c'est un lieu neutre et c'est ce qu'il veut. Sauf que lui, pour la paix. Lui, de son côté, on a aussi son point de vue, elle nous narre très bien son histoire. On découvre pas tout de suite à son sujet, c'est beaucoup plus vers la fin qu'on a son histoire, c'est pour ça qu'on va pas vous la raconter. Mais il est très important, puisque lui... Il est génial. Son objectif à lui, c'est d'aider Meghan malgré tout, parce que c'est lui, une première fois qu'il l'avait aidé justement à disparaître. Mais là, il faut l'aider encore à disparaître. Sauf que il va se poser un problème puisque le passeur qui fait disparaître les gens qu'ils aident est un McCoy, donc il va forcément la reconnaître, donc ça lui pose problème. Et en fait, il va falloir qu'il trouve des solutions comme ça tout au long de l'histoire pour et même à un moment donné, il va essayer de retrouver Catherine, puisque Catherine en fait, elle va à un moment donné se disputer avec sa mère parce qu'elle est pas d'accord de confier entre guillemets. Je vous dis, elle a du caractère. Tout ce qui leur arrive, ça repose sur un peu la Clan. Et il faut attendre que la Clan décide, qu'ils disent oui, qu'ils fassent. Et en fait, elle, ça l'énerve. Et donc en fait, elle va prendre les devants. Elle est fougueuse, elle est jeune. Oh elle va prendre. Attends, elle va prendre les devants et en fait, elle va s'en aller. Elle va complètement fuguer. Et en fait, elle va laisser sa mère comme ça, avec la Clan, tranquille. Et en fait, elle, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire... Le bordel. Le bordel. Elle va se retrouver chez qui? Je ne dis rien. Voilà, vous ne saurez pas chez qui elle va se retrouver pour résoudre ses problèmes. Faut pas tout dire, parce que sinon vous irez pas le lire. En tout cas, franchement, c'est une super saga. Moi, je vous le dis depuis le début, ça a été la saga pour moi de 2024. Je vous le dis, la fin vaut le détour et on a très envie de lire le 6e à la fin, pour ce qui se passe. D'ailleurs, je dois dire que théoriquement, c'est censé être quand même de la romance, donc vous dites bien que on parle de Meghan. On n'a rien dit encore. Et la Clan, on parle pas trop de romance en ce moment, mais en vrai, voilà, on sent quand même. Parce qu'il n'y a pas que ça, je vous avais expliqué, moi, il n'y a pas que ça. On sent quand même qu'il y a quelque chose entre bien dès sûr. le départ. Bien sûr. Moi, même j'ai douté qu'à un moment donné, en fait, Catherine, c'était pas sa fille, que c'était pas passé quelque chose avant et tout. Je vous dirais pas si oui ou non. Mais enfin, bref, voilà. Non, on sent quand même, une très belle histoire. Surtout à la fin, qu'il se passe beaucoup de choses entre eux, etc. Donc voilà. Mais c'était une très belle histoire. Personnellement, moi, je lui mets 5. Oh ben moi je mets 5 puisque je vous dis ça a été la saga 2024. Le contraire, je vais pas revenir sur ce que j'ai dit parce que ce serait mensongeux parce que j'adore cette saga et ouais j'avais qu'une hâte, c'est qu'elle la lise pour pouvoir partager tous ces petits moments dynamiques là parce que bon, mis à part les combats et tout ça, il y a des petits, il y a des tacles, il y a des mensonges, il y a des guerres de territoire. Il y a beaucoup de choses dans ce livre. Il n'y a pas que de la romance, mais la romance c'est juste la petite cerise sur le gâteau, hein, puisque bon, dedans, voilà, il y a des fois qu'une scène d'amour à chaque bouquin. Je veux dire, voilà. On se relève pas la nuit pour ça. Hein. Et puis c'est pas ça, c'est pas personnellement. C'est pas le principal. Je vais être honnête avec vous. Moi, pour ce 5e tome, c'était pas la romance qui primait. Moi, je voulais absolument savoir le point de vue de Catherine et ce qu'elle faisait absolument et la façon dont sa mère allait gérer ce truc de se dire mais puis on s'attache à eux, on n'a pas besoin de forcément, on sait qu'il se passe des choses, on sait parfois qu'il y a des choses en sous-marin qui vont arriver, on sait qu'il y a des romances qui vont arriver, mais c'est pas ce qui nous interpelle en premier, c'est vraiment leur univers clanique qui est intéressant dans ce bouquin, enfin dans cette saga, je trouve. Après le reste, je vous dis, c'est la cerise sur le gâteau, mais parce que c'est humain aussi, mais pour tout ce qui est des clans, c'est vraiment intéressant de voir l'intérieur.
leur vision de voir, leur vision de faire, leur honneur, leur façon d'approuver ce que les autres vont faire ou pas, c'est la vengeance, enfin il y a tellement de choses, moi j'ai beaucoup aimé. C'est très dynamique. J'ai beaucoup aimé aussi. Cette vidéo est maintenant terminée, on espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire si vous avez lu un des livres qu'on vous a présenté en commentaire. En commentaire. Exactement. En tout cas, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de partager, de commenter et surtout, abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir toutes notifications. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, portez-vous bien, lisez bien. Bye bye. Bye bye.